Bonjour, mon nom est Alexandre. Ma question est combien de variants un virus peut-il avoir? Est-ce qu'il a une limite? Pourquoi? Alors Alexandre, c'est une très bonne question. Combien de variants un virus peut-il avoir? Il peut en avoir beaucoup. Et est-ce qu'il y a une limite? Techniquement, on va dire que virtuellement, il n'y a pas vraiment de limite. La limite serait le nombre de paires de bases qui sont présentes sur le plan de fabrication d'un virus. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de tout ça. Alors, les virus, pourquoi un virus rentre à l'intérieur du corps? Un virus a besoin de rentrer dans le corps, pourquoi? Parce qu'il a besoin de se multiplier. Il a besoin de se multiplier et il a besoin des outils qui sont présents dans les cellules de notre corps. Parce que le virus, en soi, il n'a pas les outils nécessaires pour se multiplier. Quand il rentre dans le corps, quand il va se multiplier, le virus, eh bien, il a besoin d'enzymes qui vont faire une copie de son plan. Et son plan de fabrication est inscrit sur ce que vous voyez ici à l'écran, sur l'acide ribonucléique, si c'est un virus à ARN. Alors quand ce virus rentre à l'intérieur, les enzymes, ce qu'on appelle les réplicases, vont faire cette copie de ce plan. Mais de manière naturelle et assez souvent, ces réplicases, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des erreurs. Ça veut dire que le plan ne va pas être copié de manière exacte. Ça veut dire qu'il y aura des bouts du virus qui vont être différents. C'est un petit peu comme si on prenait l'exemple dans la cuisine, si vous faites une recette de cookies, vous allez prendre de la farine, vous allez prendre des œufs, vous allez prendre du sucre. Qu'est-ce qui se passerait si vous remplaciez le sucre par du sel? Est-ce que les cookies seraient toujours aussi bons? Je ne pense pas. Mais le sel, il est blanc comme le sucre. Quand vous allez faire et quand vous allez reproduire la recette, vous, à l'œil nu, vous n'allez pas voir. Mais le résultat final est complètement différent. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe chez les virus. Quand un virus se multiplie, s'il y a une modification de son plan, eh bien cette modification peut avoir deux impacts sur le virus. Ou elle va rendre le virus beaucoup plus efficace et beaucoup plus virulent. Et à ce moment-là, cette modification va se propager à tous les virus qui vont infecter les personnes. Et à l'inverse, si cette mutation n'est pas bénéfique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, cette mutation, ces virus qui ont ces mutations, vont petit à petit disparaître. Et c'est pour ça on parle très souvent de l'émergence de nouveaux variants, parce que ces variants eh bien, peuvent être beaucoup plus infectieux que les autres. Et finalement, quand on va faire des tests RT-PCR, les chercheurs vont se rendre compte tiens, que le variant, par exemple gamma, a pris le dessus sur le variant delta. Donc techniquement, oui, il peut y avoir une multitude de différents variants. Alors, Alexandre, j'espère vraiment que j'ai bien répondu à ta question. C'est pas que c'est compliqué, mais la biologie et la nature rend les choses un peu complexes quand vient le temps de la multiplication des virus. Salut, je m'appelle Emma et ma question est que des virus différents peuvent se combiner pour former un nouveau virus? Eh bien oui, Emma, c'est possible et ça a un nom scientifique. Ça s'appelle la recombinaison des virus. Et c'est quelque chose vraiment que l'on voit assez fréquemment dans la nature, et il y a de nombreux virus qui sont faits de parties d'autres virus. Alors ça a l'air compliqué comme ça, le concept, mais je vais t'expliquer de manière assez simple comment ça se passe. Alors rappelle-toi, le virus, quand il rentre dans une cellule, il va utiliser la machinerie cellulaire, tous les outils qui sont dans la cellule, pour se multiplier. Et il y a des enzymes qui sont assez spécifiques là-dessus et qui vont faire des copies du plan pour assurer cette multiplication du virus. Maintenant, imagine-toi que dans cette cellule, il y ait deux virus. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand le premier virus, le virus A, va commencer
à se multiplier, les enzymes, les molécules qui sont responsables de sa multiplication vont commencer à travailler sur le plan du virus A. Ici, on pourrait prendre l'exemple du virus Delta. Ils vont commencer à travailler sur le plan du virus Delta. Mais ces molécules, elles ne restent pas attachées, elles ne sont pas très bien attachées au plan. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles se détachent du plan et elles reviennent sur le plan pour continuer leur travail de multiplication. Maintenant, imagine-toi qu'en plus du delta, on a maintenant le virus Omicron qui est dans la même cellule. Ce virus, il va aussi se multiplier. Les enzymes, elles vont aussi faire des copies de ce virus. Imagine-toi maintenant, qu'est-ce qui se passerait si une enzyme commençait à copier le plan du virus delta, se détache du plan, et au lieu de se raccrocher au plan delta, elle allait s'accrocher au plan du Omicron. On aurait à ce moment-là une séquence génétique où il y aurait un bout du delta et un bout du Omicron. En fait, l'enzyme, elle n'est pas très intelligente. Elle s'accroche sur n'importe quel plan, qu'il soit delta ou Omicron, ou n'importe quoi qu'il y ait dans cette cellule. Ce qui fait que, à la fin, le résultat, c'est pas, comme on a vu précédemment, une variation d'un petit bout de séquence. Ici, on a carrément des bouts entiers des différents virus, et c'est ça ce qu'on appelle, comme tu le disais dans ta question, des virus hybrides. Alors oui, comme tu posais sa question, peut-on avoir des virus qui se recombinent? Oui, et c'est ce qu'on a entendu, ou on a tous peut-être, ou peut-être tes parents ou toi, vous avez entendu parler de ce fameux nouveau virus, coronavirus, que l'on appelle Deltacron, parce qu'il a un bout du virus Delta et un bout du virus Omicron. Dans la nature, on ne sait pas pourquoi, les scientifiques ne savent pas pourquoi ça arrive, et il y a bon nombre de scientifiques à travers le monde qui essayent de mieux comprendre ce phénomène de recombinaison. Voilà, j'espère, Emma, que j'ai bien répondu à ta question, et c'était une vraiment très très bonne question, une question d'actualité. Merci. Bonjour, je m'appelle Shay. Ma question est, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une pandémie de grippe espagnole. Entre-temps, il y a eu plusieurs autres comme H1N1 et SARS-CoV-1 qui ne sont pas devenus des pandémies. Pourquoi est-ce que certaines maladies apparaissent régulièrement? Pourquoi est-ce que certaines disparaissent? Eh bien alors Shay, tu viens de soulever une très bonne question, c'est vrai. Pourquoi les maladies apparaissent et pourquoi elles disparaissent, et est-ce qu'elles disparaissent vraiment? Ça, c'est une autre question. Quand une maladie apparaît, on appelle ça, en termes scientifiques, une émergence. Une maladie va apparaître pour 3 raisons. Il y a 3 facteurs qui vont faire qu'une maladie, ou qu'une épidémie, ou qu'une pandémie va apparaître. 3 facteurs. Le premier, c'est l'agent infectieux. Par exemple, ça peut être le virus, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie. Ce virus ou cette bactérie vont changer, vont varier. Ce qu'on vient de parler juste il y a quelques minutes. On peut avoir des variations de cette bactérie, on peut avoir la création de nouveaux virus dits hybrides. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on peut avoir une modification de tout ce qui nous entoure. Il peut par exemple faire plus chaud, il peut faire plus froid, il peut faire plus ou moins humide. Donc ce sont tous ces facteurs autour qui vont faire aussi que une maladie puisse apparaître. Et finalement, la troisième possibilité, le troisième acteur, le troisième player, c'est nous, c'est notre corps qui peut changer à l'intérieur, qui subit aussi des variations. Je vais te donner un exemple concret pour l'apparition d'une nouvelle maladie. Si on remonte très loin dans le temps, au XVIIIe siècle,
quand les colons sont partis d'Europe et qui sont venus conquérir l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, aucune maladie européenne n'existait à ce moment-là. Eh bien, ce sont les personnes, quand elles ont traversé en bateau l'océan Atlantique, qui ont ramené des nouvelles maladies sur le continent nord-américain. Donc là, c'est vraiment, on voit une modification de l'environnement. La disparition, tu m'as posé la question au sujet de la disparition, est-ce que les maladies disparaissent réellement? Je ne suis pas très certain. Il peut y avoir peut-être une absence de cas, une absence de personnes malades. On dit à ce moment-là, donc de manière générale, on utilise le terme que la maladie, elle est éradiquée au niveau de la Terre, mais ça ne veut pas dire que ce virus ou que ces bactéries ne se cachent pas, par exemple, au pôle Nord dans de la glace ou à 6 pieds sous terre. Donc les virus, les bactéries peuvent, on va dire, être d'une certaine façon dormants. Alors oui, il n'y a plus de cas sur la Terre, oui, on est tous contents parce que la maladie a disparu, mais il faut bien garder à l'esprit que ça ne veut pas dire que les virus ou que les bactéries qui sont responsables de cette maladie ont disparu. Donc tu vois, c'est vraiment ici la balance entre ce qui se passe au niveau des virus, la balance de ce qui se passe au niveau de notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Shay. Oui, merci. Bonjour, je m'appelle Asha et ma question est, quelle était la chose la plus difficile pour faire les vaccins de COVID-19? Alors Asha, bonne question. Qu'est-ce qui était finalement le plus compliqué à faire quand on a dû fabriquer ces nouveaux vaccins? Alors techniquement, on sait fabriquer des vaccins, donc la production, l'usine, toutes ces choses-là, il n'y avait aucun problème de ce côté-là, c'était quelque chose de facile à mettre en place. Ce qui était le plus compliqué, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des seringues. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette à l'intérieur pour que notre corps réagisse à ce virus? Et c'était toute la complexité de ce qui s'est passé au début de la pandémie. Et pour ce faire, eh bien, les chercheurs ont tous collaboré ensemble afin de trouver un élément spécifique du virus, du SARS-CoV-2, qui pourrait être utilisé comme vaccin. Alors normalement, comme tu le vois sur ce graphique, ce sont des expériences qui sont réalisées en laboratoire par des chercheurs en laboratoire, des chercheurs en immunologie, des chercheurs en virologie, et ça prend beaucoup de temps. On estime à peu près qu'il faut entre 2 et 5 années pour trouver exactement la bonne séquence, la bonne petite chose qu'on va utiliser pour mettre dans le vaccin. Une fois qu'on a trouvé, que ces chercheurs ont trouvé ces bonnes petites séquences, il faut qu'ils les testent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tester ça sur des cellules, dans des boîtes de pétri, ils vont mettre des cellules en culture, ils vont mettre ces bouts de vaccin pour voir comment les cellules réagissent. Et ils vont aussi utiliser des animaux. Donc ils vont rendre malades les animaux, ils vont regarder si par exemple dans le cadre d'un médicament, le médicament peut avoir un effet, et si c'est dans le cadre d'un vaccin, comme c'était le cas ici, eh bien ils ont traité les animaux avec le vaccin, puis après, ils leur ont injecté le virus pour voir si les animaux étaient protégés par ce vaccin. Et là aussi, ça prend entre 1 et 2 ans. Donc ces deux périodes-là, si on les met ensemble, elles durent entre 3 et 5 à 7 à 8 années. Donc tu vois que c'est très très long. Or là, ce qui s'est passé, comme tout le monde a travaillé ensemble, quand tous les chercheurs ont collaboré ensemble, eh bien cette période de 5 à 7 ans, elle s'est réduite à 6 mois parce que, au lieu de réaliser en séquence, comme tu vois ici sur cette diapositive, en séquence le travail, dire « Ok, on va faire la première séquence, la phase 1, et quand on a les résultats de la phase 1, on va faire la phase 2. » Eh bien ici, tu peux voir que les séquences, elles se chevauchent. Donc non seulement il y a beaucoup plus de gens qui
qui ont travaillé ensemble, mais en plus les séquences se sont chevauchées. Et ça, c'était vraiment, vraiment la partie la plus compliquée. Parce que si on se trompe à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de vaccin. Le vaccin, quand on va le tester chez des humains, il ne fonctionnera pas et on aura tout fait pour rien. Donc il faut vraiment être sûr, c'est la partie la plus critique, c'est celle qui a été réalisée en laboratoire. Voilà, Asher, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci. Bonjour, je m'appelle Easton et ma question est pourquoi est-ce que les vaccins contre le COVID ont pu être développés en 1 an alors qu'on n'a toujours pas de vaccin contre le sida après 40 ans? Alors Ethan, c'est une bonne question qui est dans la continuité de la question précédente. Pourquoi pour certaines maladies, on n'arrive pas à trouver des vaccins et pourquoi ici, finalement, on a réussi en un temps très court? 3 explications pour le temps très court. Premièrement, c'est que tout le monde, tous les chercheurs se sont mis ensemble à travers le monde. D'habitude, quand on travaille sur une maladie, il y a un chercheur, par exemple, qui va se trouver ici à Winnipeg, qui va travailler sur la maladie avec son équipe, avec 4-5 personnes. Peut-être qu'il a un collègue qui se trouve en Espagne, qui va aussi travailler sur la même maladie. Donc il y a ces 2 laboratoires qui sont presque peut-être les seuls à travailler dans le monde. Tu peux t'imaginer que s'il y a 2 laboratoires avec 5 personnes dedans, donc 10 personnes à travers le monde qui vont travailler sur une maladie, ils ne vont pas avancer très vite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tous les chercheurs de ce domaine scientifique se mettent ensemble à travers le monde et commencent à collaborer? Ça va aller beaucoup plus rapidement. C'est comme toi, par exemple, si tu décidais de fabriquer une moto, ta propre moto à toi, si tu es tout seul, ça va te prendre beaucoup de temps. Maintenant, si tu as plein d'amis à toi qui viennent t'aider pour fabriquer, pour monter, pour construire cette moto, tu vas être d'accord avec moi que ça va prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Eh bien, ici, les scientifiques, c'est pareil. Ils ont tous collaboré ensemble, du coup, le temps s'est réduit. Deuxième chose importante, la deuxième, c'est que les gouvernements, parce que faire de la recherche, ça a un prix, ça a un coût, il faut des dollars pour faire tourner la recherche, eh bien, les gouvernements, à travers le monde, se sont tous mis d'accord en disant qu'ils allaient donner beaucoup d'argent pour faire tourner, pour faire que les chercheurs fassent toutes ces expériences. Et troisièmement, c'est une histoire un peu de régulation, un petit peu comme ce que je viens de décrire sur la question précédente, c'est que normalement, il y a des règles que les chercheurs doivent suivre quand ils fabriquent, dans le cas ici, un vaccin. Ils doivent d'abord trouver en laboratoire la bonne molécule, ils doivent tester ça sur des animaux, ensuite ils vont aller tester ça sur des personnes saines qui ne sont pas malades, ça qu'on appelle la phase 1 que vous voyez en rose. Après ils vont passer au niveau de la phase 2 où ils vont tester ça sur une population qui est exposée au virus, une petite population, puis en phase 3 ils vont augmenter le nombre de personnes qui vont se faire vacciner. Et toutes ces séquences, comme vous voyez, on ne peut pas commencer la séquence si on n'a pas terminé la précédente. Or, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements ont décidé, ont dit, vous savez quoi, pour certaines séquences, vous pouvez les faire les unes en même temps que les autres. Et c'est ce qu'on voit ici sur le graphique en bas, c'est-à-dire que en laboratoire, les 2 séquences orange se chevauchent et la phase 3 et la séquence violette et la séquence verte se chevauchent aussi. Donc on voit que le temps s'est réduit de manière très importante, de manière drastique, ce qui fait qu'on a pu développer un nouveau vaccin. Alors après, il y a aussi une histoire de chance qui intervient là-dedans. Pourquoi on a pu développer assez rapidement un vaccin? C'est parce que tout au début, lors des expériences en laboratoire, eh bien, les chercheurs ont trouvé le petit bout qui était important et qui pouvait être utilisé pour fabriquer un vaccin. Dans d'autres cas, par exemple comme le cas du sida que tu as mentionné,
Eh bien, le virus, il est un peu plus intelligent que celui du SARS-CoV-2 et il donne beaucoup plus de travail aux scientifiques. Et donc, il trouve toujours des moyens pour échapper à ce que les scientifiques trouvent dans les laboratoires. Donc là, des fois, c'est tout simplement, c'est la faute à la pas de chance parce que voilà, les virus sont aussi des petits, on va dire des petits êtres intelligents. Donc voilà le pourquoi du comment de pourquoi pour certaines maladies, eh bien, on n'a pas encore de vaccin. Voilà, j'espère, Ethan, que j'ai bien répondu, qu'on a bien répondu à ta question. Merci. Je m'appelle Emma et ma question est, on sait que certains vaccins sont plus efficaces que d'autres. On sait aussi que des vaccins plus efficaces vont arriver. Alors pourquoi nous laisse-t-on le choix de celui qu'on veut prendre? Alors Emma, c'est une bonne question là aussi. Les différents vaccins, oui, effectivement, ils ont différentes efficacités. Et les scientifiques pensent que quand un vaccin a une efficacité qui est au-dessus de 60%, cela veut dire que le vaccin est considéré comme efficace. Alors c'est vrai que quand tu regardes sur les différents vaccins qui sont présents sur cette diapositive ici, tu peux voir que l'efficacité des vaccins n'est pas la même. Elle est entre, on va dire, entre 66% et 95%. Alors le choix du vaccin, il est en relation à ce qui est disponible à un moment T. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, quand on n'avait pas de vaccin, il n'y avait pas de choix. Et puis petit à petit, les scientifiques et les industries ont commencé à être autorisés à mettre sur le marché, c'est-à-dire à mettre à la disposition du personnel soignant différents vaccins. Alors au début, c'est certain que quand il n'y avait qu'un vaccin qui était autorisé, le choix n'était pas très grand. Puis petit à petit, au cours des différents derniers mois, on a vu qu'il y avait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Le choix du vaccin, eh bien, il est fait en fonction, tu peux choisir, toi, celui que tu veux, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il soit disponible chez toi, dans ta zone géographique. Par exemple, si à Winnipeg, il n'y a que 2 vaccins qui sont disponibles, tu n'auras que le choix entre 2 vaccins. Là, il y a une problématique de logistique, c'est-à-dire il faut bien se rappeler que ces vaccins ne sont pas fabriqués à Winnipeg, ils viennent de différents endroits dans le monde, donc il faut les ramener, il faut d'abord les fabriquer, il faut les ramener, les envoyer par avion. On a vu tous à la télévision, peut-être que vous les avez vus aussi, quand l'avion arrivait à l'aéroport à Winnipeg et que les journalistes allaient filmer toutes ces caisses de vaccins qui sortaient de l'avion. Donc il faut les ramener ici, il faut les stocker ici. Donc c'est ce qui limite finalement une des premières limites dans notre choix. Après, aussi, certaines personnes ne peuvent pas choisir n'importe quel vaccin. Pourquoi ? Parce que ces vaccins sont fabriqués de manière différente avec différentes technologies. Et certaines personnes qui ont des maladies spécifiques, des maladies inflammatoires, des maladies chroniques inflammatoires ou qui ont des cancers, eh bien ne peuvent pas. Il n'est pas recommandé pour certains de prendre certains types de vaccins. Donc là, c'est vrai qu'on ne laisse pas trop le choix. On recommande à ces gens de prendre peut-être le vaccin A et B et de ne pas prendre le C et le D. Donc c'est vrai, oui, il y a différents vaccins. Oui, théoriquement, on pourrait avoir le choix de prendre n'importe lequel, mais il y a des limites qui font que finalement, notre choix est finalement assez restreint par rapport à la logistique, par rapport au fait si on est en santé ou si on a une maladie ou si on présente une maladie. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment des problèmes de logistique. Merci. Bonjour, je m'appelle Alex et ma question est, est-il vraiment possible d'éradiquer la COVID-19?
Alors Alex, ça c'est la question à 1 milliard de dollars et on ne sait pas du tout. C'est une question que tout le monde se pose. Ce virus varie. Les personnes non vaccinées pourront bien sûr se faire infecter par les nouveaux variants, mais aussi que certaines personnes qui ont déjà eu la Covid-19 ou qui ont été vaccinées peuvent elles aussi se faire réinfecter. Donc on peut se faire réinfecter plusieurs fois et c'est pour ça que la probabilité que la maladie disparaisse, elle est vraiment assez faible. Le seul virus qui a disparu de la Terre, je ne devrais pas dire disparu de la Terre, je devrais dire où il n'y a plus de cas qui existent, c'est le virus de la variole. Ça ne veut pas dire que le virus a disparu complètement de la Terre. Il est peut-être caché quelque part au pôle Nord ou au pôle Sud dans de la glace, ou il peut être caché dans le sol quelque part sur des corps qui ont été infectés il y a très longtemps par la variole, et peut-être qu'un jour, il pourra ressortir. Ici, pour la Covid-19, c'est vrai que c'est une question vraiment... si tu avais la réponse, je pense que tu gagnerais vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Alors, merci. Bonjour, je m'appelle Shay et mon question est, est-ce que la COVID va devenir comme la grippe et que nous allons devoir prendre chaque année un nouveau vaccin correspondant au nouveau variant? Alors finalement, ta question, Shay, revient à dire, est-ce que cette maladie va devenir une maladie saisonnière, un peu comme la grippe? Eh bien, c'est tout à fait probable. Si tu regardes sur la diapositive ici, en fait, ce que les chercheurs pensent, c'est que cette maladie va rester avec nous pour un bon nombre de temps. Mais ça ne signifie pas qu'elle va continuer à représenter une même menace. Si tu regardes sur cette diapositive, en ce moment, nous, on est dans ce qu'on appelle un contexte de pandémie. Ça veut dire que c'est une épidémie qui se déplace très rapidement hors des frontières, hors d'un continent et qui se propage à travers le monde. Très certainement, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, on va passer de ce statut de pandémie qu'on retrouve au niveau du monde qui se trouve au centre, à quelque chose que l'on appelle l'endémie. L'endémie, c'est quoi? C'est une maladie qui va rester dans certaines des régions et qui touche un nombre important de personnes, mais qui va plus se propager. Donc ça va être limité à certaines régions, et c'est bien souvent ce qui se passe pour le virus de la grippe ou pour d'autres virus de la famille des coronavirus qui sont devenus endémiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer à long terme si on arrive à un statut comme ça? C'est que, eh bien, il va être très probable que, comme pour la grippe, chaque année, on nous propose un vaccin contre le nouveau variant. Donc, tout comme la grippe, où les personnes qui en ont besoin peuvent aller se faire vacciner, eh bien, on aura un vaccin peut-être annuel ou 2 fois par an, ça dépend du nombre et de la rapidité des variants, qu'on pourra prendre et qui nous protégera des formes sévères de la maladie. Donc, oui, les scientifiques pensent que c'est ce qui va se passer à long terme. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci. Bonjour, je m'appelle Léa. Mon question est comment est-ce qu'on peut être sûr que les vaccins qu'on nous injecte ne sont pas dangereux à long terme? Alors Léa, c'est une très bonne question. Et comme les essais cliniques, c'est-à-dire les tests sur les humains et les injections ont commencé il y a très peu de temps, ils ont commencé en 2021, 2020, 2021, ça dépend des pays, eh bien on ne sait pas encore
si ces vaccins auront des effets à long terme parce qu'on n'a pas assez de recul pour le savoir. Alors comme on ne peut pas avancer dans le temps, on ne peut pas aller dans le futur pour voir qu'est-ce qui va se passer et pour répondre à cette question, eh bien les scientifiques, ils étudient les différentes preuves qui sont disponibles et bien que les règles, on va dire les règles de la science ne permettent pas d'une certaine façon aux scientifiques de dire que les effets à long terme ne peuvent jamais se produire, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire les scientifiques? Ils vont aller dans l'histoire des vaccins pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec les autres vaccins. Donc ils vont faire en quelque sorte un travail de détective. Et ce que l'on sait, c'est que quand on regarde dans l'histoire des vaccins, eh bien en général, les effets à long terme, quand on injecte un vaccin à une personne, les effets indésirables arrivent sous une période de 6 à 8 semaines. On regarde vraiment dans l'histoire des vaccins. Donc très souvent, c'est 6 à 8 semaines après l'injection d'un vaccin que les effets indésirables se font remarquer. C'est pourquoi, quand les gouvernements ont demandé aux chercheurs et aux fabricants de vaccins de tester ces vaccins, ils leur ont demandé de regarder qu'est-ce qui se passe dans la période de 6 à 8 semaines. Et à ce moment-là, les chercheurs, les personnes qui étaient responsables des essais cliniques ont rapporté tous les effets indésirables et secondaires relatifs au vaccin. Mais c'est vrai, comme tu le dis, ça ne veut pas dire que peut-être il va y avoir des effets indésirables qui vont se manifester dans 10, 15, 20, 30 ans. On ne le sait pas et ça, c'est vraiment, on est ici dans un cas, dans une limitation. Juste un exemple, pour te donner un exemple, dans le cadre de la fièvre jaune, eh bien, le vaccin contre la fièvre jaune, au bout de 3 semaines, donne des effets indésirables. Donc là, on le sait. Donc les gens qui reçoivent ce vaccin contre la fièvre jaune, à partir de 3 semaines, on regarde vraiment ce qui se passe de très très près. Mais pour la Covid-19, on ne peut pas dire formellement que non, il n'y aura pas d'effet indésirable à long terme. Voilà, Léa, une très très bonne question dont on n'a malheureusement pas la réponse. On n'a que des réponses indirectes. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Ma question est, je suis une adolescente en bonne santé et j'ai déjà eu la COVID. Pourquoi est-ce que je devrais me faire vacciner? Alors Isabella, il est recommandé aux personnes qui ont déjà eu la Covid-19 de se faire vacciner. Tu vas me dire, mais pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que les personnes qui ont déjà eu la Covid-19 et qui ne se font pas vacciner, eh bien, ces personnes, après leur guérison, sont plus susceptibles d'être réinfectées. Ce sont des études scientifiques qui ont montré ça. Les personnes qui ont eu la Covid-19, eh bien, elles ont plus de chances de se faire réinfecter que celles qui ont eu la Covid-19 et qui ont eu le vaccin. Deuxième explication, c'est que les personnes qui ont été infectées par la Covid-19 et qui ont ensuite reçu un vaccin, eh bien, ces personnes fabriquent beaucoup plus de défense immunitaire. Leur système immunitaire est beaucoup plus efficace contre les variants qui sont en cours. Certains scientifiques disent aussi que c'est plus efficace contre peut-être d'autres variants qui vont changer de manière minime. Ça veut dire donc vraiment que ces personnes, on a l'impression que ces personnes sont beaucoup plus protégées et on a un terme immunologique que les immunologistes utilisent, ça s'appelle l'immunité hybride. C'est-à-dire que ton système immunitaire a fabriqué des défenses contre un virus naturel, mais il a aussi fabriqué des défenses contre quelque chose qui mime le virus
c'est-à-dire ce que l'on retrouve dans les seringues des vaccins. Donc, comme les réinfections peuvent engendrer chez des personnes des formes très très sévères de la maladie, il est recommandé aux personnes qui ont eu la Covid-19 de se faire vacciner afin de minimiser les risques. Voilà les deux raisons du pourquoi il est recommandé de se faire vacciner même si on a déjà eu la Covid-19. Bonjour, je m'appelle Shay. Ma question est, si j'ai une grand-mère qui est à risque pour le COVID, mais qui ne peut pas être vaccinée pour des raisons médicales, quelles sont les alternatives pour elle? Alors Shay, bonne question. Les alternatives, si elle ne peut pas être vaccinée, eh bien, première chose, c'est évidemment de porter un masque pour se protéger des virus. Ça, c'est la première chose qu'elle peut faire. La deuxième chose, c'est se laver les mains, et les personnes de son entourage doivent se laver les mains régulièrement en plus de mettre un masque, ce qui permet qu'elle ne soit pas ou que le risque de contact soit moindre pour elle. Enfin, elle peut aussi l'extrême, c'est-à-dire qu'elle peut rester chez elle à la maison et s'isoler et ne pas sortir et ne pas rentrer en contact avec des personnes à l'extérieur qui seraient porteurs du virus. Maintenant, si par hasard elle est infectée par le virus et si par hasard elle devait développer une forme sévère de la maladie, eh bien, elle irait à l'hôpital et là, pour la protéger et pour la guérir, les médecins lui donneraient ce que l'on appelle des antiviraux. Alors, ce sont des médicaments qui vont stopper la multiplication des virus. Ça n'a pas la même fonction qu'un vaccin. Ici, on parle bien de stopper la multiplication. Donc, si le virus ne se multiplie plus, il y en aura moins dans son corps et donc la maladie, normalement, devrait régresser. Donc ça, ce sont vraiment les moyens qui sont à disposition, l'arsenal, les armes qu'on a, les moyens qu'on a pour faire face à ce virus si on est une personne qui n'est pas vaccinée. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Thierry et voici ma question. J'ai reçu ma vaccination dans le bras. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'administrer un vaccin? Alors oui Thierry, effectivement, dans le cadre du vaccin contre la Covid-19, ce vaccin est principalement injecté dans le bras et bien souvent ça fait mal, mais ce n'est pas la forme unique d'injection qui existe quand vient le temps d'injecter des vaccins. Comme on peut le voir sur cette diapositive, il y a grosso modo, on va dire, 5 différentes formes d'injection du vaccin. Par exemple, les vaccins contre les rotavirus sont donnés de façon orale. La deuxième possibilité, comme on en a juste discuté à l'instant, le vaccin contre la Covid-19, lui, se fait dans le muscle au niveau de l'épaule. Mais il y a d'autres vaccins, par exemple comme la rougeole, qui va se faire de manière sous-cutanée, c'est-à-dire dans le tissu de graisse qui se trouve sous la peau. Pour le BCG, le bacille de Calmette-Guérin, ce vaccin-là, lui, il va se faire intradermique, c'est-à-dire dans la couche du derme qui se trouve sous notre peau. Donc on a l'impression toujours que c'est toujours au même endroit ici dans notre épaule, mais c'est jamais, dans les 3 derniers cas, ce n'est pas la même localisation. Une fois c'est dans le muscle, une fois c'est dans la graisse et une fois c'est dans le derme. Et finalement, il y a la dernière possibilité qui est l'injection par un spray. Comme quand on a le nez bouché, on va faire une injection nasale dans le nez. Là, pour l'instant, le seul vaccin qui est en cours et qui est autorisé, c'est un vaccin anti-grippal. Donc on voit bien ici, Thierry, effectivement, que non, le vaccin dans le bras, dans le muscle, n'est pas la forme unique et d'injection des différents vaccins qui existent à travers le monde. Il y a
5 à 6 différentes formes différentes. Voilà Thierry, j'espère que on a bien répondu à toutes les questions de ta classe.